Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, où nous explorons l'histoire de l'Afrique et du monde, plongeant au cœur des récits qui ont façonné l'humanité, des empires anciens aux confessions des leaders d'aujourd'hui. Sous les cieux lourds d'octobre 2025, où les étoiles semblent suspendre leur souffle, un homme se tient au bord d'un précipice invisible. Sébastien Lecornu, fils des terres brumeuses de Normandie, dont le regard porte encore les traces des vents salés de la Manche, prononce des mots qui résonnent comme une cloche fêlée dans le sanctuaire de la République. Je plaide coupable. Ces paroles, lâchées le 8 octobre sur le plateau austère de France 2, ne sont pas un simple aveu, mais une offrande au temps, un galet jeté dans le fleuve tumultueux de l'histoire. Elles s'élèvent comme une prière murmurée au vent du Sahel, ce qui charrie les secrets des pharaons et les chansons oubliées des griots. Avant de plonger plus loin dans ce récit, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque épisode est une porte ouverte sur les leçons du passé et les espoirs de l'avenir, et votre soutien nous aide à continuer cette exploration qui touche l'âme. Rejoignez-nous pour ne rien rater de ces histoires qui relient les continents et les époques. Imaginez-le, cet homme de 40 ans, dont les traits ciselés par les tempêtes politiques des cabinets ministériels au champ de bataille électoral trahissent une fatigue ancienne, celle d'un capitaine qui, face à la houle, confesse que ses voiles, trop usés, n'ont pas su capter le souffle de l'audace. Lecornu, gardien des armées françaises, puis timonier éphémère d'un gouvernement chancelant, n'admet pas un crime, mais une vérité plus profonde. Son équipe, tissée dans l'urgence après la chute du précédent cabinet, manquait sans doute d'originalité. Ces mots, comme des grains de sable glissant entre les doigts d'un scribe, dessinent une confession aussi fragile que puissante. Il ne dénonce pas une faute, mais une absence, celle d'un éclat visionnaire, d'une flamme neuve qui aurait pu rallumer les braises d'une nation en proie au doute. En préparant cet épisode, j'ai été frappé par la puissance d'un simple aveu. Lecornu, en osant dire « je plaide coupable », nous rappelle que les leaders, comme nous tous, portent des failles qui ne demandent qu'à devenir des ponts vers un avenir plus grand. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un ministre, c'est la vôtre, la mienne, celle de nos luttes intimes face aux choix imparfaits. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce récit, tissé de sable et d'étoiles, pourrait bien vous inspirer à transformer vos propres regrets en un chemin lumineux. À quoi ressemblerait votre vie si vous osiez, comme Lecornu, nommer vos ombres pour mieux les transcender? Sous les cieux lourds d'octobre 2025, où les étoiles semblent suspendre leur souffle, un homme se tient au bord d'un précipice invisible. Sébastien Lecornu, fils des terres brumeuses de Normandie, dont le regard porte encore les traces des vents salés de la Manche, prononce des mots qui résonnent comme une cloche fêlée dans le sanctuaire de la République. Je plaide coupable. Ces paroles, lâchées le 8 octobre sur le plateau austère de France 2, ne sont pas un simple aveu, mais une offrande au temps, un galet jeté dans le fleuve tumultueux de l'histoire. Elles s'élèvent comme une prière murmurée au vent du Sahel, ce qui charrie les secrets des pharaons et les chansons oubliées des griots. Imaginez-le, cet homme de 40 ans, dont les traits ciselés par les tempêtes politiques des cabinets ministériels au champ de bataille électoral trahissent une fatigue ancienne. Celle d'un capitaine qui, face à la houle, confesse que ses voiles, trop usés, n'ont pas su capter le souffle de l'audace. Lecornu, gardien des armées françaises, puis timonier éphémère d'un gouvernement chancelant, n'admet pas un crime, mais une vérité plus profonde. Son équipe, tissée dans l'urgence après la chute du précédent cabinet, manquait sans doute d'originalité. Ces mots, comme des grains de sable glissant entre les doigts d'un scribe, dessinent une confession aussi fragile que puissante. Il ne dénonce pas une faute, mais une absence, celle d'un éclat visionnaire, d'une flamme neuve qui aurait pu rallumer les braises d'une nation en proie au doute. Dans les couloirs feutrés de l'Élysée, où les murmures des micros modernes se mêlent aux échos de tambours ancestraux, Lecornu se dresse comme un passeur entre deux mondes, celui des promesses politiques et celui des vérités humaines, nues et crues. Regardez-le, cet homme dont la voix, posée mais lourde, semble porter le poids des âges. Ses lunettes cerclées d'acier reflètent les lumières crues du plateau télévisé. Mais derrière elles, ses yeux cherchent autre chose, peut-être une rédemption, peut-être une mémoire. Il est à la croisée des chemins, comme ces héros des légendes africaines, ces chefs de clan qui, sous l'arbre à palabres, avouent leurs failles pour mieux guider leur peuple. Lecornu n'est pas un roi, mais il est un homme. Et dans cet aveu, il touche à l'universel, la vulnérabilité d'un leader qui, face au miroir de son époque, reconnaît ses ombres. Cette confession, n'est-ce pas le chant d'un griot moderne,
celui qui, sous les étoiles du Sahel, raconterait la chute d'un empire pour mieux en célébrer la renaissance? Car l'histoire, cette vieille tiseuse, aime les aveux. Elle les grave sur ses tablettes, comme les stèles d'Abou Simbel ou Ramsès II, pharaon des triomphes, fit sculpter non seulement ses victoires, mais aussi, dans l'ombre, ses doutes. On raconte que dans ces derniers jours, le grand roi murmura à ses scribes les failles de son règne, des alliances brisées avec les Hittites, des tribus mal gérées qui affamèrent les greniers de Thèbes. Comme l'écornu, il plaida coupable en silence, laissant aux âges le soin de juger si cet aveu forgeait ou brisait son héritage. Et si Ramsès, dans sa grandeur, pouvait s'agenouiller ainsi, l'écornu, dans sa fragilité, ne fait-il pas écho à cette vérité intemporelle? L'aveu est un pont entre le mortel et l'éternel, mais ce n'est pas seulement l'histoire qui écoute. C'est vous, spectateurs, assis dans l'ombre de votre propre vie, qui entendez ces mots. Ils résonnent comme une flûte dans la nuit, douce mais insistante, vous invitant à fouiller dans vos propres silences. Car qui, parmi nous, n'a jamais murmuré un « coupable » dans le secret de son cœur? Ce projet abandonné, cette parole non dite, ce rêve laissé à l'abandon comme une pirogue échouée sur les rives du Niger. L'écornu, en cet instant, n'est plus seulement un ministre ou un homme d'État. Il est un miroir, tendu vers vous, où se reflètent vos propres tempêtes intérieures. Sa confession, comme une lanterne dans le désert, éclaire une vérité simple: la vulnérabilité n'est pas une chute, mais un premier pas, une graine enfouie dans le sable qui, sous la pluie, peut devenir un baobab. Et si cet aveu était plus qu'un regret, s'il était une clé, un sésame vers une renaissance? Car dans les traditions des griots, ceux qui chantent les sagas des rois mandingues, l'aveu n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le moment où le héros, blessé mais vivant, se relève pour écrire un nouveau chapitre. L'écornu, en plaidant coupable, ne s'efface pas. Il se réinvente, comme un sculpteur qui, face à une statue imparfaite, choisit de tailler plus profond pour révéler une forme plus pure. Son manque d'originalité, confessé avec une franchise rare, n'est pas une capitulation, mais une invitation à repenser le pouvoir, à redessiner les contours d'une France qui, comme l'Afrique des grands empires, oscille entre mémoire et avenir. Alors, tandis que les ombres des scribes s'effacent dans le sable, tandis que la voix de l'écornu s'éteint dans l'éther télévisuel, une question demeure, suspendue comme une étoile au-dessus du désert. Et vous, dans les silences de votre propre vie, quel coupable murmurez-vous aux ombres de vos choix passés? Cette vulnérabilité n'est-elle pas le premier pas vers une renaissance plus forte? Laissez cette interrogation flotter, comme une plume sur le vent, et portez-la avec vous, car l'histoire, celle de l'écornu comme la vôtre, n'est jamais écrite d'une seule main. Le rideau s'ouvre sur une France fracturée, un théâtre où les projecteurs jettent des ombres acérées sur une scène en désordre. L'Assemblée nationale, ce forum babélien où les voix s'entrechoquent comme des lames dans une arène, rugit son refus de la dissolution, tel un lion dressé contre une chaîne d'acier. Au centre de ce tumulte, Sébastien Lecornu, ministre déchu, se tient droit, mais déjà marqué par le poids des jours. Démissionnaire depuis le 6 octobre 2025, il n'est plus qu'un intendant romain veillant sur les braises d'un empire vacillant, expédiant les affaires courantes avec une précision froide, presque mécanique. Ces mots, prononcés 2 jours plus tard, claquent comme un coup de fouet dans l'air saturé. Ma mission est terminée. Pourtant, dans ses yeux, où se mêlent fatigue et défi, on devine un horizon plus vaste, celui d'un pays au bord du gouffre, où le budget 2026 se profile comme une épée de Damoclès, prête à trancher. Ce budget, ce monstre de chiffres et de compromis, est une bête indomptable. Des économies drastiques menacent de déchirer le tissu social, comme des griffes labourant la chair des humbles. Les arbitrages fiscaux, ces choix cruels entre les riches et les vulnérables, pèsent sur les épaules des citoyens comme des sacs de mille sous un soleil de plomb. Et au cœur de ce drame, un nœud gordien, les retraites. Ce dossier, qualifié de « bloquant » par Lecornu lui-même, est une énigme insoluble, un puits où s'engouffrent les dépenses tandis que les recettes s'étiolent, comme une rivière asséchée par une sécheresse impitoyable. Chaque année, le vieillissement de la nation creuse l'écart, un gouffre financier qui menace l'équilibre même de la République, tel un baobab déraciné par des vents contraires. Lecornu, dans cet instant de vérité, ne plaide pas coupable pour une faute claire, mais pour une absence, celle de l'audace, de l'étincelle qui aurait pu transformer ce chaos en élan collectif.
Ce théâtre politique, où l'optimisme et l'impasse dansent un tango périlleux, est un miroir tendu vers la France. Les échéances se rapprochent, implacables. Fin décembre, date butoir pour un budget viable, devient un horizon de feu. Lecornu, dans son rôle de capitaine éphémère, a vu son équipage, ce gouvernement qu'il avoue, manquer d'originalité, trébucher sous le poids des dissensions. L'Assemblée, divisée entre factions hurlantes, refuse de céder, et les Français, dans leur foyer, regardent avec méfiance, leurs espoirs vacillant comme une flamme sous la pluie. Pourtant, dans cet aveu, il y a une lueur, une reconnaissance brute. Gouverner, c'est naviguer dans la tempête, et Lecornu admet que ses voiles n'étaient pas assez tendues pour saisir le vent du renouveau. Cette scène, digne des grandes tragédies, trouve un écho dans les annales des royaumes africains. Songez à Shaka Zulu, le roi des lances, dont les armées unifient les tribus sous un ciel de fer. Mais même lui, dans l'intimité de son kraal, face à la trahison de ses conseillers, confessa un jour « J'ai armé les loups contre mes brebis ». Ces mots, murmurés dans l'ombre, scellèrent sa chute, car les alliances qu'il forgea dans le feu se brisèrent sous le poids de la défiance. Comme Shaka, Lecornu se tient devant un tribunal invisible, celui des médias, des électeurs, de l'histoire où chaque mot est pesé, chaque silence jugé. La crise microbienne, avec ses promesses d'unité brisées par les vents de la discorde, résonne comme un écho de cette tragédie zoulou. Un leader, même visionnaire, peut plier sous les erreurs collectives. Mais ce tribunal n'est pas seulement celui de la France. Il est aussi le vôtre, spectateur. Car qui, dans l'arène de sa propre vie, n'a pas affronté un orage semblable, un travail perdu, une famille divisée, un rêve brisé par des choix mal assurés? Ces tempêtes intimes sont des échos du drame national. Lecornu, en plaidant coupable, ose poser la question que vous évitez peut-être. Face à vos propres crises, choisiriez-vous de parler, de nommer vos failles au grand jour, ou laisseriez-vous le silence engloutir vos drames? Ce silence, n'est-il pas une bête tapie, prête à ressurgir plus féroce, comme une hyène dans la nuit? Lecornu, dans son aveu, ne s'adresse pas seulement à la nation. Il parle à votre cœur, à cette part de vous qui sait que la vérité, même douloureuse, est une flamme qui éclaire le chemin. Ce drame politique, avec ses masques vaudous et ses tambours d'orage, n'est pas qu'une chronique française. C'est une saga universelle, où chaque leader, chaque citoyen, danse avec ses ombres. Lecornu, en quittant la scène, ne disparaît pas, il laisse une trace, un défi lancé à ceux qui l'écoutent. Osez regarder la tempête en face, nommer ses failles, et avancer. Car dans ce tribunal des ombres, le verdict n'est jamais définitif. Il appartient à ceux qui, comme vous, choisissent de se lever et de répondre. Pour saisir l'ampleur de cet aveu prononcé par Sébastien Lecornu le 8 octobre 2025, replongeons dans les annales du monde, ces vastes registres où les chefs d'État, gardiens éphémères de nations, ont souvent ployé sous le joug de leurs erreurs collectives, laissant des traces indélébiles dans les pierres et les parchemins. Ces chroniques, compilées au fil des siècles, révèlent un motif récurrent, le leader confronté à ses limites, admettant des failles qui, bien que personnelles, reflètent les fractures d'une société entière. En France, par exemple, les archives de la fin du XVIIIe siècle documentent comment Louis XVI, face à une crise financière abyssale exacerbée par les guerres et les dettes accumulées depuis les règnes précédents, convoqua les États généraux en 1789. Dans son discours d'ouverture, il reconnut implicitement les faiblesses budgétaires du royaume, avouant que les réformes étaient impérieuses pour éviter la banqueroute, un aveu qui, bien que voilé, marqua le début d'une ère de bouleversement. Les cahiers de doléances du tiers-État, ces compilations de griefs populaires, forcèrent le roi à affronter les disparités fiscales, où les privilèges nobiliaires creusaient un gouffre entre recettes et dépenses, un écho distant mais clair aux arbitrages contemporains sur les retraites et le budget 2026. Plus proche de notre époque, les mémoires de la vieille République relatent comment Charles de Gaulle, en mai 1968, dut naviguer une tempête sociale sans précédent. Les protestations estudiantines et ouvrières, culminant en grèves massives qui paralysèrent le pays, exposèrent les fissures d'une France en mutation rapide. Dans son allocution du 30 mai, de Gaulle admit les profondes transformations nécessaires, reconnaissant que les structures traditionnelles craquaient sous la pression des aspirations modernes, un moment où il rallia les forces conservatrices pour restaurer l'ordre, mais non sans avoir fui brièvement vers l'Allemagne, signe d'une vulnérabilité rarement affichée. Ces épisodes français, inscrits dans les journaux officiels et les rapports d'archives,
illustre comment un aveu, même partiel, peut devenir un pivot historique, transformant une crise en catalyseur de changement. Mais élargissons le regard vers l'Afrique, berceau des civilisations où les empires ont fleuri et fané sous des soleils impitoyables. Les récits des historiens comme Ibn Battuta ou les traditions orales des griots mandingues nous parlent de Kwame Nkrumah, figure fondatrice de l'indépendance ghanéenne. En 1966, après un coup d'État qui l'exila, Nkrumah rédigea ses mémoires, notamment Africa Must Unite, où il souligna les dangers de la désunion, écrivant que si nous ne nous unissons pas, nous serons asservis par les mêmes impérialistes qui nous ont dominés pendant des siècles. Une réflexion sur les ombres de l'unité qu'il avait sous-estimées, les divisions tribales et économiques minant ses rêves pan-africains. Ce leader, né en 1909 et mort en 1972, incarne la transition post-coloniale, où l'aveu d'erreurs collectives comme l'incapacité à forger une fédération africaine solide devint une leçon pour les générations futures, un fil conducteur reliant les indépendances des années 1960 aux défis actuels de l'intégration continentale. Le Cornu, en plaidant coupable pour un gouvernement dépourvu d'originalité au cœur d'une impasse parlementaire, s'inscrit dans cette lignée transcontinentale. Son admission, capturée dans les enregistrements de France 2, tisse un fil rouge reliant les pyramides de Saqqara, ces tombeaux égyptiens du IIIe millénaire avant notre ère, érigés pour immortaliser les ambitions pharaoniques de Djosé et ses successeurs, mais marqués par les traces de dynasties effondrées sous le poids de famines et de révoltes aux ruines de Kumasi, capitale Ashanti au Ghana, ou les pactes du XIXe siècle, gravés sur des artefacts en or et en ivoire, témoignent des alliances brisées par les invasions coloniales britanniques en 1874. Ces sites, classés au patrimoine mondial, ne sont pas de simples vestiges. Ils sont des palimpsestes, des couches superposées d'ambition et de regrets, rappelant que le pouvoir n'est pas une couronne éternelle, mais un flambeau transmis de main en main, illuminant les failles pour mieux les combler au fil des âges. Au XVe siècle, les chroniques de l'Empire Songhai, compilées par des érudits comme Mahmoud Kati dans son Tariq al-Fatah, dépeignent Askia Mohamed, conquérant du Niger qui régna de 1493 à 1528. Usurpateur devenu réformateur, il consolida l'empire en promouvant l'islam et l'éducation, rénovant les centres d'apprentissage à Tombouctou, y compris la mosquée de Djengarebe, initialement bâtie par Mansa Musa mais embellie sous son règne. Après des campagnes militaires qui épuisèrent les ressources des guerres contre les Mossis et les Touaregs vidant les greniers et affaiblissant l'économie, Askia effectua un pèlerinage à la Mecque en 1496 à 1497, rapportant des savants et des textes qui infusèrent une humilité pieuse dans son administration. Il intégra des versets coraniques sur la modestie dans les institutions, transformant ses regrets post-conquête en un legs éducatif, comme les madrasas de Sankor qui devinrent des phares pour les caravanes sahariennes, une leçon pour tout leader osant admettre ses manques d'originalité en réorientant l'Empire vers la stabilité intellectuelle plutôt que la seule expansion territoriale. Ces échos historiques, des sables égyptiens aux forêts ghanéennes, invitent à une introspection plus personnelle. Quel monument une lettre non envoyée gardée dans un tiroir, un arbre planté en mémoire d'un échec professionnel, dirigez-vous dans votre histoire intime, pour que vos regrets deviennent des balises guidant les générations à venir. Ces traces, qu'elles soient de pierre ou de mémoire, tissent le tissu de l'humanité, reliant le Cornu à ces figures du passé dans une chaîne ininterrompue de leçons apprises. Au-delà des lumières crues du plateau télévisé, où Sébastien Lecornu a murmuré son « Je plaide coupable » le 8 octobre 2025, une question plus vaste se dessine, comme un reflet dans un lac immobile. Qu'est-ce qu'un aveu ? Sinon un dialogue silencieux avec cette ombre intérieure qui tisse et défait les destins des hommes et des nations. Cet instant, capturé dans les archives éphémères des écrans modernes, transcende le politique pour toucher à l'essence même de l'humanité. La reconnaissance de nos failles, non comme des chaînes, mais comme des clés ouvrant les portes de la sagesse. Le Cornu, en confessant un gouvernement dépourvu des originalités, ne parle pas seulement des couloirs de l'Élysée ou des impasses budgétaires. Il s'adresse à cette part de nous qui, dans le secret de l'âme, reconnaît ses propres manques, ses propres silences. Dans la philosophie Ubuntu, cette sagesse des peuples d'Afrique australe qui murmure « Je suis parce que nous sommes ». Le leader n'est jamais un îlot dressé contre les vagues, mais un nœud dans une toile plus vaste, tissé par les espoirs, les peurs et les luttes d'une communauté. Le Cornu, en déplorant l'absence d'audace dans son gouvernement, nous invite à plonger dans cette toile collective.
Le déni démographique qu'il évoque ce refus de regarder en face le vieillissement d'une nation, où les retraités deviennent un fardeau financier et moral, n'est-il pas le miroir de nos propres appréhensions face au temps qui passe? Ce n'est pas seulement une question de chiffres, de milliards alignés dans des colonnes austères, mais une peur plus profonde, celle de voir nos sociétés, comme nos corps, ployés sous le poids des années, incapables de réinventer leur souffle. Le Cornu, en nommant ce manque d'audace, nous tend un miroir où se reflètent nos propres hésitations à embrasser le changement, à défier l'inertie. Cet aveu, loin d'être une capitulation, est une invitation stoïcienne, un écho des méditations de Marc Aurèle, cet empereur romain qui, au IIe siècle, griffonnait dans ses carnets sous les étoiles des campagnes militaires. Examine-toi toi-même, corrige ce qui peut l'être, et accepte ce qui ne peut changer. Dans ses écrits, Marc Aurèle plaidait coupable, non pas devant un tribunal de sénateurs, mais devant sa propre conscience, pesant ses décisions entre audace et prudence, entre l'élan de l'âme et les limites du réel. Le Cornu, en 2025, semble marcher dans ses pas, non pas en empereur, mais en homme confronté à l'équilibre fragile des dépenses et des recettes, celles de l'État, certes, mais aussi celles de l'âme collective. Car gouverner, n'est-ce pas jongler avec ces tensions éternelles? L'unité face à la fragmentation, l'innovation face à la tradition, le courage face à la peur de l'échec, les traces de l'humanité, celles que nous laissons dans les pierres des pyramides ou les mots des discours, ne sont pas des cicatrices figées, mais des hiéroglyphes vivants, des énigmes à déchiffrer pour les générations futures. Chaque aveu, chaque regret assumé, devient une inscription dans ce grand livre du monde, un signe que la sagesse n'est non de la perfection, mais de l'acceptation de nos imperfections. Le Cornu, en reconnaissant publiquement un manque d'originalité, ne fait pas que confesser une faiblesse politique. Il nous rappelle que l'humanité avance en trébuchant, en nommant ses chutes pour mieux se relever. Considérez Léopold Sédar Senghor, le poète président du Sénégal, dont la vie, 1906 à 2001, fut un pont entre l'Afrique et l'Europe, entre la poésie et le pouvoir. Après les indépendances tumultueuses des années 1960, marquées par des tensions économiques et des rêves pan-africains inachevés, Senghor se retira dans une sorte d'exil intérieur. Dans ses astérisques élégies astérisques, publiées dans les années 1970, il tissa des vers où transparaît une confession, celle d'avoir cru trop vite en une unité africaine sans enraciner les fondations économiques et sociales nécessaires. J'ai chanté l'Afrique, mais mes mains n'ont pas toujours su bâtir, semble-t-il murmurer à travers ses poèmes. Pourtant, cette mélancolie ne fut pas stérile, elle devint un hymne philosophique, inspirant des générations à tisser l'unité dans la diversité, à voir dans les échecs les graines d'un avenir plus riche. Senghor, comme Le Cornu, transforma son regret en un appel à la réflexion, une invitation à regarder au-delà des failles pour y trouver du sens. Ce miroir de l'âme collective, tendu par l'aveu de Le Cornu, nous interpelle directement. Dans le grand livre de votre existence, quel chapitre de regret feriez-vous, non avec l'amertume d'un juge implacable, mais avec la sagesse d'un philosophe cherchant la lumière? Peut-être une parole non dite, un projet abandonné, une relation laissée en friche, ces moments où vous avez, vous aussi, manqué d'audace. Ces regrets ne sont pas des chaînes, ce sont des rivières souterraines, prêtes à nourrir un nouveau verset, une nouvelle page partagée avec ceux qui vous entourent. Car, comme dans l'Ubuntu, votre histoire n'existe que dans la toile des autres, et vos aveux, même murmurés, sont des ponts vers une humanité plus consciente. Le Cornu, en cet instant télévisé, n'est plus seulement un ministre ou un homme d'État. Il est un passeur, un gardien de cette vérité ancienne. Reconnaître ses failles, c'est ouvrir un chemin. Ce chemin, pavé de miroirs brisés et de reflets fragmentés, mène vers une question essentielle. Que ferez-vous de vos propres regrets pour qu'ils deviennent, non des poids, mais des étoiles guidant ceux qui suivront? Et si ce « je plaide coupable » prononcé par Sébastien Lecornu le 8 octobre 2025 n'était pas un point final, mais l'aube d'un prologue audacieux? Dans l'éclat de cet aveu, il y a une étincelle, un souffle qui refuse de s'éteindre. Lecornu, en rejetant l'idée d'une dissolution parlementaire et en appelant à la nomination d'un nouveau Premier ministre dans les 48 heures, ne se contente pas de naviguer les décombres d'une crise politique. Il trace un sentier, fragile mais résolu, vers un horizon inédit. Son annonce d'un budget déposé dès le lundi suivant, d'un débat ouvert sur les retraites pour briser le déni démographique, est plus qu'une stratégie administrative. C'est un cri de ralliement, un appel à un choc de confiance pour les ménages,
les entreprises, pour une France qui vacille mais refuse de tomber. Ce n'est pas l'originalité pour l'originalité qu'il prône, mais une audace collective, un élan partagé pour affronter les tempêtes d'un monde où les conflits en Ukraine et au Sahel rappellent que la stabilité globale est un fil tendu au-dessus du chaos. Imaginez-le, cet homme de 40 ans, debout sur les ruines d'un gouvernement éphémère, non pas comme un vaincu, mais comme un semeur. Son aveu, ce manque d'originalité, confessé avec une franchise brutale, n'est pas une reddition, mais une graine jetée dans le sol fertile du futur. Comme les anciens empereurs maliens, dont les chroniques parlent de chute suivie de reconstruction glorieuse, Le Cornu transforme son regret en un acte de foi. Songez à Mansa Musa, dont la richesse légendaire au XIVe siècle fit trembler les marchés du Caire, mais qui, après avoir épuisé ses ressources dans un pèlerinage ostentatoire, revint à Gao pour bâtir des mosquées et des écoles, apprenant des sables qu'un empire ne vit que par son peuple. Le Cornu, en cet instant, nous lègue une trace similaire, le regret comme une semence, un germe d'un avenir hybride où les leçons d'Afrique et d'Europe, du passé et du présent, se fondent en une humanité résiliente, prête à défier les vents contraires. Ce défi, il ne s'adresse pas seulement au Parlement ou aux places financières. Il résonne dans les rues de Dakar comme dans les cafés de Paris, dans les marchés de Ouagadougou comme dans les usines de Lyon. Le Cornu, en posant les bases d'un budget pour 2026, en rouvrant le dossier des retraites, ne parle pas seulement de chiffres ou de lois. Il parle de survie, de cette capacité à regarder les défis, le vieillissement, les inégalités, les crises internationales et à y répondre par une audace qui transcende les frontières. Car le monde de 2025, secoué par les échos de l'Ukraine et les tensions du Sahel, n'a que faire des originalités stériles. Il réclame des ponts, des mains tendues entre nations, entre générations, entre ceux qui trébuchent et ceux qui se relèvent. Le Cornu, en cet automne 2025, marche sur ce même fil. Son plaidoyer coupable n'est pas une capitulation, mais un défi lancé à nous tous. Et si vos propres coupables étaient les fondations d'un avenir plus grand, regardez votre vie, ce projet que vous avez abandonné par peur, cette dispute familiale que vous avez laissée s'envenimer, ce vote que vous n'avez pas osé donner. Ces regrets, ces moments où vous avez, comme Le Cornu, manqué d'audace, ne sont pas des chaînes. Ce sont des balises, des phares qui attendent votre souffle pour s'allumer. Quel horizon inédit tracez-vous aujourd'hui à partir de ces failles? Un engagement citoyen pour changer votre quartier, une réconciliation avec un proche pour retisser l'amour, une idée audacieuse pour redonner vie à un rêve. Vos traces, comme celles de Le Cornu, peuvent devenir le legs d'une humanité en marche, un fil doré reliant les rives de la Seine aux berges du Sénégal. Ce futur, il n'appartient ni au seul gouvernement ni au seul héros. Il est à vous, spectateurs, qui portez en vous les germes d'un monde nouveau. Le Cornu, en confessant ses limites, ne s'efface pas, il passe le flambeau, vous invitant à le saisir. Car dans chaque aveu, dans chaque regret transformé en action, il y a une promesse, celle d'une humanité qui, malgré ses chutes, choisit de courir vers l'aube. Et voilà, nous avons parcouru ensemble ce voyage à travers l'aveu de Sébastien Le Cornu, un fil tissé entre les regrets d'hier et les promesses d'un avenir audacieux. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Si ce récit vous a touché, si les échos des griots et les visions d'un monde uni ont résonné en vous, alors rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains récits qui explorent l'âme de l'Afrique et du monde. Prenez un instant pour liker cette vidéo. C'est un petit geste qui nous aide à porter ces histoires plus loin. Et surtout, plongez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez aimé, posez-nous vos questions, partagez vos propres, coupables, transformés en espoir. Votre voix compte, et nous avons hâte de vous lire.